un jeune auteur, tout compte fait, depuis 2016, 2000... J'ai plus la date exactement, hein. J'avoue que ça finit par se mélanger dans ma tête, mais oui, je suis un jeune auteur dans le sens où j'en suis au 4e roman. 4e roman. Ouais. Mais qu'a-t-il fait comme étude pour moi Alors j'ai fait des études de lettres modernes, Oui. mais pas du tout pour me destiner à la littérature, mais plutôt pour me destiner au cinéma, parce que moi je viens du cinéma. D'accord. Donc j'ai fait des études de lettres. Et tu as un souvenir d'un professeur, d'un instituteur, peut-être plus tôt encore avant, qui t'a fait découvrir la lecture? Non, mais en fait, la lecture n'est pas venue par les études, c'était Pour le plaisir. un plaisir, loisir. un loisir à côté, effectivement. Et moi, j'étais surtout très, une fois de plus, très dans le cinéma. Moi, j'étais vraiment dans la culture cinématographique fort. L'idée de mes études de lettres modernes, c'était derrière d'enchaîner avec la FEMIS, qui est l'école de cinéma française, enfin une des écoles publiques de cinéma françaises, dans laquelle je n'ai pas été pris, hélas. Mais dans laquelle je suis revenu 10 ou 15 ans plus tard, je ne sais plus les dates, pour présenter mon film. Je venais de réaliser un film, je l'ai présenté à la section école lumière de la FEMIS, donc c'était assez amusant de ne pas avoir pu y rentrer, mais de revenir en tant que professionnel. Donc, Le cinéma représente toujours quelque chose pour toi? ah ouais, ça reste mon activité principale. Alors maintenant, le roman a pris beaucoup de place dans ma vie, c'est vrai, mais je continue à écrire beaucoup pour le cinéma, ouais. Et principalement pour le cinéma d'animation, parce que j'ai plein de cordes dans mon arc. Ce que j'ai pu découvrir aussi, c'est qu'il y a déjà 3 ou 4 romans, mais il y a aussi 2 ouvrages pour le jeunesse, Ouais. en collaboration. En collaboration dans le sens où avec des dessinateurs. D'accord. Je dessine pas. Donc le premier ouvrage, qui est édité par Gallimard, je pense. Ouais. Quand vient l'idée de vouloir mettre sur papier quelque chose qui... Parce que tu es un bourlingueur, tout compte fait. Je suis un bourlingueur, mais je suis un raconteur d'histoire, Oui, en fait. Donc moi, j'écris des scénarios professionnellement depuis que j'ai une vingtaine d'années. D'accord. De façon non professionnelle depuis bien avant. Mais je m'étais effectivement pas du tout attaqué au support littéraire parce que déjà parce que j'allais vers la réalisation, j'ai réalisé 2 longs métrages, et puis parce que j'étais aussi très impressionné par l'aspect littérature, et je m'étais dit, moi je sais raconter des histoires, beaucoup avec des images, beaucoup avec des personnages, beaucoup avec des dialogues, mais pas juste sur est-ce que le verbe de la littérature marcherait avec moi. Je m'y étais pas attelé. Et justement, c'était quand j'étais en train de réaliser mon second long métrage, qui est un film d'animation, où je voyais en fait tous les graphistes avec qui on travaillait, les designers, en parallèle, ils avaient des projets BD, ils avaient des projets d'illustration, ils dessinaient sur d'autres supports. Et je me disais, c'est ce qui est génial avec leur savoir-faire, c'est qu'ils n'ont pas forcément besoin d'être sur un projet aussi ambitieux qu'un long métrage pour continuer à créer. Et moi j'avais cette frustration-là en tant que scénariste, en tant que réalisateur, que monter un film c'est très très lourd. Monter financièrement un projet de cinéma. Et je me dis c'est quand même frustrant de ne pas pouvoir avoir à côté des projets où je peux m'exprimer sur des sujets de façon personnelle sans avoir besoin de soulever des montagnes pour ça. Mais je me suis dit le seul endroit où je pourrais le faire c'est en écrivant alors un roman, le mot me paraissait très fort, en tout cas en écrivant une histoire sur papier, en disant au moins à la fin l'histoire existera. Je ne dis pas qu'elle va être éditée, je ne pensais pas du tout que mon premier roman serait édité. À la base, ce roman, je l'ai écrit, c'était un élan du cœur, c'était les tripes sur la table. Et en fait, quand j'ai fait le point final et que j'ai commencé à le faire lire, mais c'était vraiment dans mon cercle intime, on a commencé à me dire, mais en fait, c'est un vrai roman, peut-être. Qui n'a rien à voir avec l'ambiance du cinéma, tout compte fait. Alors si, parce que moi je continue, en fait, tout ça ça reste une toile d'araignée, c'est ma toile d'araignée, donc en fait, tous les gens qui me lisent disent, mais j'ai l'impression, c'est très cinématographique, j'ai l'impression de voir les images, c'est très scénarisé, voilà, il y a un moment, ça reste j'ai un savoir-faire de scénariste, et donc ça se retrouve dans ma façon d'écrire, même si mes romans sont très littéraires, très littéraire, je veux dire la forme de la littérature est importante, le texte est important évidemment, mais oui, ça reste, c'est aussi... Très Mr Bean pour moi. Très Mr Bean. Oui, très gac.
Trégac, le dernier, je ne connais pas les précédents, je ne sais Ouais. pas si tu avais déjà goûté, enfin, ou utilisé un petit peu cet art de l'écriture à ce moment-là, pour le Mr. Bean en question, Ouais. qui est très inattendu, très caricatural, mais dans le dernier ouvrage, je veux dire, il y a des moments d'anthologie qu'on reviendra par après. Mais c'est une ambiance très spéciale. Dès le départ, on est dans le bain, quoi. Ouais, Est-ce que bah, tu étais déjà comme ça dans les précédents, avec, je veux dire, des caricatures? ouais, c'est-à-dire que j'aime bien jouer. Alors, moi, je dis souvent que je fais des contes ou des fables D'accord. modernes ou noires, comme on veut. C'est-à-dire que j'aime bien grossir le trait. Je suis D'accord. pas du tout dans le réalisme, mais Mhm. pour aller vers un traitement et vers une histoire qui, elle, est réelle au sens authentique, c'est-à-dire que mes personnages sont toujours, je cherche toujours à véhiculer une émotion, une sincérité vraie de ce qu'ils ressentent et de ce qu'ils disent et de leur combat. Mais par contre, le décor, l'arène et leurs caractéristiques, je les pousse, hein, comme dans la fable, pour tendre vers quelque chose d'universel. Donc en ça, je reprends un peu les codes du pop, pulp, tout ce qu'on veut, mais ou cartoon, parce qu'effectivement, Ouais, par ouais. exemple, dans Petiot, hein, il va y avoir des vraies scènes dures, des vraies scènes émouvantes, des vraies scènes, c'est vraiment autour d'une histoire familiale forte et sincère, mais en même temps, je peux avoir des scènes qui partent dans une sorte de presque pas de grand guignol parce que ça reste entre guillemets sérieux, Toujours des grands thèmes, évidemment, quoi. mais Ici, c'est comment, la garde d'enfants. Le précédent, je pense que c'était au niveau du féminisme. ouais, alors il y a toujours un fond de féminisme fort Voilà. dans ce que je fais. Là, le précédent, alors joueuse, c'était encore une vengeance féminine autour du jeu du poker, donc en jouant vraiment sur les codes de la manipulation par les cartes, mais aussi la manipulation d'émotions. Mamie Luger étant mon grand succès librairie, et donc auprès des lectrices et lecteurs, hein, c'était vraiment un roman fort sur le féminisme, c'est le combat d'une femme à travers le siècle contre la violence qui lui est faite, donc la violence faite aux femmes, toujours du point de vue de la femme, parce qu'elle a tué, on découvre très vite dès le début du roman qu'elle a plein de cadavres dans sa cave, que ce sont des hommes, que ce sont ses maris, donc là c'est un peu Barbe Bleue retournée à la sauce féminine, mais avec ce côté dénonciation de ce haut fait sociétal actuel, enfin, qui est là depuis des millénaires, mais dont on reparle beaucoup en ce moment sur cette violence faite aux femmes. Donc oui, sous cet aspect un petit peu stéréotype, enfin je frôle toujours le stéréotype, la surcaractérisation, effectivement l'idée c'est d'avoir des vraies dénonciations sociétales derrière. Au départ, un a priori, la couverture. Ouais, Je regarde les couvertures. C'est vrai qu'elles sont très. On pourrait croire que c'est une couverture jeunesse, quoi. ouais, C'est le sentiment que j'ai eu. Et puis, mais on rentre dans quelque chose de très noir au niveau du texte. Et j'ai compris par après avec ton dernier ouvrage, je te dis les autres, je ne connais pas, je comprends un petit peu le côté cartoon que tu as cité tantôt, parce que de par ton métier, je comprends encore beaucoup mieux, et on le découvre dans la lecture, c'est arrêt sur image, et tu scannes le personnage ou tu scannes le paysage, et tu pars. Non pas dans des longueurs littéraires, mais dans des choses très précises où tout se met en couleur, je veux dire. Et là, je dis mais on n'aurait pas pu imaginer d'autres couvertures, tout qu'on fait. Donc il y a une ambiance qui correspond vraiment à ce que j'ai découvert à l'intérieur des pages. bah, ouais, alors c'est vrai que la couverture, en plus cette couverture là, j'ai vraiment ça a été une bonne collaboration. En tout cas, j'ai vraiment briefé Stéphane Trappier qui a fait la couverture, parce que elle était importante. La couverture, c'est vraiment un grand débat dans le milieu de la littérature, parce que alors, moi, venant du cinéma, où on est vraiment sur des supports visuels, où on travaille l'image, de fait, l'histoire qu'on raconte, on la raconte en images, donc c'est vrai que les affiches correspondent à la direction artistique du film. Les couvertures, on part de rien, enfin on part du texte évidemment, mais voilà, il y a une équipe derrière de direction artistique, d'illustrateurs qui font les couvertures. Donc ça c'est un grand débat sur comment on illustre un roman, quelle est l'image d'appel pour attirer l'œil du lecteur, qui est vraiment pas évidente, et qui est assez subjective et qui est à la fois très importante, mais bon. En définitive, l'important c'est d'avoir envie d'ouvrir le roman et de lire la première page et de continuer derrière. Très belle couverture, parce qu'évidemment elle est très poignante.
et on va le comprendre au fil du récit, mais on parle d'un fait tout à fait banal, c'est la garde d'une jeune fille, d'un enfant. Ouais. Et donc un déchirement. Ce type, il est quand même... C'est un balèze, hein, pour oser démarrer comme ça. Ouais, mais c'est voilà, c'était. Alors c'est une situation banale, alors pas si banale, parce qu'en fait, effectivement, c'est Gus, le personnage principal, le juge aux affaires familiales lui retire la garde de sa fille. Mhm. Parce qu'il ne peut plus l'assumer, simplement. C'est vraiment, je voulais raconter l'histoire de cet homme qui avait raté sa vie, littéralement. C'est-à-dire que quelque part, c'est pas une injustice qu'on lui retire celle de la garde de sa fille. Il peut littéralement plus l'héberger, parce qu'il vit dans un hôtel de passe, il est au RSA, enfin, il a raté sa paternité, il a raté la responsabilité du père de subvenir aux besoins de sa fille, donc sa fille, elle vit avec sa mère. Donc ça, c'est une galère, quelque part, qu'on retrouve dans un nombre incalculable de foyers dans le monde entier. Et à partir de cette situation, somme toute classique, ce qui m'intéressait, c'était de mettre dans une situation complètement exceptionnelle, extraordinaire, qui est une prise d'otage, parce qu'effectivement, sa réaction, plutôt de dire, ben, je vais trouver un boulot, je vais essayer d'assurer, de montrer à ma gosse que je peux être un bon père, que je peux mettre de la nourriture dans son assiette, ben non, il le prend personnellement, il se dit, je vais prendre un hôtel en otage et je vais réclamer aux flics un Boeing et 500 000 balles et je vais aller reconstituer ma famille au Venezuela. Donc là c'est l'ego qui parle, et l'ego démesuré, et puis c'est surtout une réaction complètement débile et qui est amenée à l'échec. Mais à partir de là, ce qui m'intéressait, c'était de dire, d'un coup, ça joue avec des codes forts de divertissement connu qui sont les films de prise d'otage, de Casa de Papel à la grande référence Un après-midi de chien, le film de Sidney Lumet. Mais de dire, en fait, ce qui m'intéressait, c'était pas le côté action, c'était pas le côté on fait des braquages pour l'argent, non, c'est quelqu'un qui ne connaît rien, qui n'a rien prémédité, qui n'a rien organisé, c'est monsieur tout le monde, c'est toi et moi qui dit demain, je vais prendre, enfin c'est un caprice d'adulte pour essayer quand même de réparer ses torts, parce que c'est une prise d'otage qui dure tout le roman pour essayer de reconstruire une famille éclatée, quoi. Arrêt sur image, marche arrière, on se focalise sur le patron de l'hôtel. Ouais. Et on découvre ce gars-là déjà quelques années auparavant qui, je veux dire, a pris armes et bagages pour quitter un endroit, essayer de trouver quelque chose. Il va chez son banquier qui veut bien lui octroyer peut-être quelque chose et il se retrouve dans un endroit où il espère faire monts et merveilles au niveau fortune. Et là, c'est un quartier qui va se déliter. Ouais. Et on se retrouve avec ce type qui n'a non pas un palace, mais un bâtiment dont il se demande comment il va faire les réparations, quoi. Parle-nous un petit peu de ce patron d'hôtel. Ce patron d'hôtel, alors c'est marrant parce que ouais, lui, il est vraiment dans le. Lui, je l'ai écrit, sa caractéristique, sa typologie, c'est l'ange gardien. C'est lui il accueille, quoi. C'est Saint-Pierre, il accueille dans son. Alors, j'utilise pas mal alors, c'est un bouche parce que il a pas eu trop les moyens de faire ça bien. Voilà. Mais par contre, il a le cœur sur la main. Il accueillera tous les canards boiteux, tous les moutons noirs. Lui, il est justement pas dans le jugement. Il n'est pas dans ce filtre social où il dit ah non, toi tu montres pas de blanche. Lui, il héberge tout ce qui les rebuts de la société, et c'est vraiment l'ange gardien dans ce qu'il a de plus charitable. Il va dans la continuité. Alors ça, c'est les côtés méta de mon écriture, parce que dans ce que j'écris, donc tu n'as lu que celui-là, mais en fait mes personnages se recoupent selon les romans. Donc c'est pas des personnages récurrents, c'est pas capitaine machin mène l'enquête dans 1, 2, 3, mais par contre les personnages se recoupent. Et en général, les lectrices qui me suivent, ils disent ah c'est marrant parce que dans tel il y a une telle parce que par exemple Cerise, la prostituée dans Petiote, Cerise on l'avait dans la cellule de dégrisement de Mamie Luger, elle avait 2 chapitres. Et en fait le personnage de Georges dans Petiote, dans mon premier film qui s'appelle Le Levaille, il y avait un personnage un réceptionniste qui était joué par Forest Whitaker, qui était aussi un ange gardien en fait. Il tenait un hôtel, et pareil, c'est des hôtels qui sont semi-réalistes, donc c'est vraiment le côté l'Arche de Noé, et on y vient parce qu'on s'y sent bien, et parce que quelque part on se sent pris sous l'aile de cet ange gardien. Donc l'idée de ce personnage, c'était de dessiner un personnage qui n'ait que bonté et générosité. Il essaye de sauver l'humanité avec tout ce que ça est évidemment d'impossible, et il se retrouve spectateur de cette prise d'otage et de devoir contenir la crise aussi en interne. Il y aura la crise à gérer en externe par la capitaine de police qui va mener la négociation, Mia Balzerjak.
Mais lui, en interne, il essaye de faire en sorte que ça parte pas complètement en cacahuète. Et voilà, lui, c'était vraiment, je voulais dessiner quelque chose de beau et lumineux dans ce que ça peut avoir, presque d'utopique, voire de naïf. Il y a l'homme à tout faire aussi dans l'hôtel. Il y a l'homme à tout faire aussi dans l'hôtel. Encore le personnage. D'où vient-il? Alors ça, c'est le SDF, parce que alors, du coup, ce qui était rigolo, c'était de dessiner les différents otages, enfin les différents clients qui allaient être pris en otage, parce que là, une fois de plus, ce qui m'intéressait dans cette prise d'otage, c'était de faire un roman humaniste, donc avec des vraies courbes de personnages, pas juste des négociations et ça tire des coups de feu avec les flics, ça m'intéressait pas. C'était de dire quel client il peut y avoir dans ce genre d'hôtel et comment une prise d'otage peut les impacter dans leur destin personnel, dans leur courbe personnelle. Donc chacun a une sous-intrigue dans le roman. Et donc il y a Boudu, qui est le SDF. Donc chacun de ses clients a un chapitre où je raconte un peu son histoire. Alors Boudu est inspiré de Michel Simon, qui jouait donc Boudu sauvé des eaux, un grand classique du cinéma. Et alors, donc j'ai voulu inviter Michel Simon dans mon roman, comme j'avais fait avec Mamie Luger, avec l'inspecteur Ventura, qui était très inspiré de Lino Ventura, même si ça s'appelait André Ventura. Et là c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'à travers une figure un petit peu connue d'un Michel Simon, même s'il n'a rien de Michel Simon à part sa tronche et sa voix, c'était de parler de qu'est-ce qu'être aujourd'hui un sans-abri, quelqu'un qui n'a plus d'argent, qui est vraiment, pour le coup, plus bas de l'échelle sociale et qui est repêché par Georges à un moment où il est en train d'agoniser sous un pont et se retrouve à tisser une sorte de lien très fraternel, presque au sens biblique du terme, avec Georges, et qui du coup, il a trouvé ce qu'il y a de mieux, il a le gîte, le couvert, il a un toit, et il a l'amour, entre guillemets, un amour assez pur de Georges, et et en échange, effectivement, il s'occupe un peu de la maintenance de l'hôtel, et il se retrouve pris dans cette prise d'otage, avec son vieil âge et le fait de tout avoir vu dans la vie, et il prend ça avec une sorte de recul et de détachement qui crée une dynamique comique et humaine. Parce qu'il va, enfin après je ne veux pas tout spoiler, mais il y a des liens qui se tissent avec certains otages. Il y a même des personnages très importants qu'on ne voit jamais. C'est un personnage qui vit dans les étages, qui cache quelque chose, mais on ne le voit pas, pour ainsi dire. Je n'ai pas souvenance. Enfin, on le voit assez peu, ouais. Et alors ça, c'est très important. C'est mes petites astuces techniques. Je voulais refaire avec ce personnage. Alors, moi, j'ai toujours mes petites références. C'est un bruit, ce bonhomme. C'est ça. Je voulais refaire le Alien de Ridley Scott, où on ne voit jamais le Alien, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas les moyens de faire ça bien. Et je m'étais dit, qu'est-ce qui se passe si effectivement dans l'hôtel, il y a méchant, un protagoniste négatif, qui est une menace permanente, mais effectivement, c'est le côté, on ne le voit jamais. Donc ça peut surgir de n'importe où, et plutôt que au contraire surdécrire le personnage, en fait, cette menace qu'on ne voit pas crée une tension. Il n'y a que Gus qui le voit une fois. Ouais. Une fois, ils vont avoir une conversation qui sera très importante. C'est ce qui va permettre un petit peu à Gus d'asseoir ses revendications. Oui, parce que c'est l'un dealer d'armes et que c'est à lui que Gus achète les fusils qui vont lui permettre de faire sa prise d'otage. Gus ne compte absolument pas verser le sang. C'est vraiment ce qui est important avec cette histoire de prise d'otage, c'est vraiment l'anti-Bataclan. C'est pas du tout une prise d'otage violente, c'est une prise d'otage pacifiste, c'est du bluff. Il compte blesser personne, il veut juste il fait une sorte de braquage à la police en disant si j'ai un Boeing et de l'argent, je peux reconstruire ma famille et tout va bien, quoi. Donc en fait, comme arrête pas de lui dire, notamment Georges, faire une prise d'otage, c'est le roman se passe en 2019, faire une prise d'otage en 2019, il faut quand même être complètement insensé. Donc c'est tous ces paradoxes qui créent des étincelles qui sont intéressants. Moi, ce que j'aime bien dans l'écriture, c'est que deux personnages vont se regarder ou bien vont entendre quelque chose, on est dans un ralenti et là tu commences à détailler, je veux dire, presque les mimiques de la surprise parfois. Ouais. Et là je dois dire, ça c'est très beau, c'est un très beau jeu, je comprends, c'est un arrêt sur image. Ouais. Et là tu commences à détailler et on rentre dans le personnage et on le comprend très bien à ce moment-là, quoi. Je dois dire, comme technique, c'est assez amusant, quoi. C'est ça qui, moi, m'intéressait quand j'ai commencé à écrire des romans, c'était de me dire comment on remplace la caméra par le stylo et comment, avec des mots, en fait, on est un spectateur. Enfin,
quand on est spectateur, hein, le réalisateur impose un montage, un plan, un cadre. Si je fais un gros plan, si je fais un ralenti, bah, tout ça, ça implique un accent, un endroit d'une émotion, d'un détail qu'il faut regarder, etc. En littérature, c'est exactement pareil, et c'est vrai que je peux être dans un truc très évanescent, abstrait, en disant, en parlant juste des émotions, où je peux dire, ben, effectivement, aller, comme avec une caméra, resserrer le plan sur tel endroit, et de ça, en fait, ça va guider le point de vue et l'émotion de la lectrice ou du lecteur, et ça, c'est un jeu qui m'amuse beaucoup. Hein. Il y a un couple secret aussi. Ouais. Là, on va le laisser bien tranquille parce qu'il est secret aussi. D'autant plus que de l'extérieur, ça risque de faire beaucoup de dégâts. Ouais. Je veux dire, mais c'est un couple qui prend beaucoup d'importance. Et il y a alors une jeune femme enceinte. Ouais. Là, je dois dire, on prend pitié d'elle parce que tu la mets dans une situation épouvantable. Un accouchement va peut-être se faire ou être provoqué accidentellement ou à cause des événements. Mais je dois dire, c'est un personnage qui m'a énormément touché. Ouais, c'était le personnage le plus délicat à travailler, parce que comme tu disais, moi je joue avec un spectre très large d'émotions. Je peux aller très loin dans la comédie, voir le cartoon, très loin dans le noir, dans une violence un peu dure, des émotions d'amour et de haine au milieu, sans tomber dans le miasme, mais je vais assez loin moi je suis une vraie, je crois, j'ai ce côté positif, optimiste, je crois, j'ai un côté un peu fleur bleue. Mais Fatou, au milieu de tout ça, je me dis effectivement, qui est-ce qu'il y a dans ce genre d'hôtel de seconde zone, le terme est vraiment de l'hôtel de fin du monde. Je me dis, il y a aussi les sans-papiers, les migrants. Donc l'idée c'était à travers ce personnage évoquer, plus qu'évoquer, parce que voilà, c'est son histoire à elle, je raconte pas toutes les histoires de tous les migrants. Mais donc effectivement, d'ailleurs c'est pour ça que chacun de ces otages a son chapitre à lui de présentation avec un ton spécifique. Avec Boudu, il y a une gouaille, il y a une truculence que j'ai pas du tout utilisé avec Fatou. Fatou, je suis beaucoup plus c'est ce qui donne un rythme, c'est ce qui donne un rythme dans la et qui ressemble, à leur personnalité, à ce qu'ils sont. Et voilà, ce personnage, je voulais un peu évoquer toute cette énorme problématique de ce qu'est la situation des migrants. Et donc, Fatou, effectivement, c'est une jeune femme qui est enceinte de 8 mois et qui se retrouve, et qui est en situation, alors elle est en cours d'avoir ses papiers, mais elle est dans cette situation qui est ultra délicate pour ces personnes-là, parce que tant que c'est pas officiel, ils sont menacés d'expulsion, et elle se retrouve pris en otage avec la télé, les flics, et donc pour elle c'est miné partout, quoi. Et en même temps, elle a déjà suivi un parcours de migration qui est d'une violence absolument inimaginable pour nous tous, hein. Même quand j'ai écrit son personnage à partir de pas mal de témoignages, donc de situations vraies. Hein. Donc la prise d'otage de Gus, quelque part, c'est pas anecdotique, mais c'est un point de plus dans un parcours Et Gus, c'est un roman. Hein. Et Gus, c'est un roman. Mais du coup, Gus, quand il vit ça, lui, il a en face de lui un personnage qui a vécu déjà tellement plus que lui, que d'un coup, ça remet aussi beaucoup les choses en perspective. Et cet équilibre-là était très délicat à tenir tout du long. Je suis très content de ce qui se dégage du personnage de Fatou, est très très important. Et après, ça fait, oui. Mais quand tu démarres l'écriture, tu as un plan, évidemment, tu as le périmètre où l'action va se dérouler. Les personnages sont déjà là ou bien ils viennent au fur et à mesure quand tu démarres? Non, les personnages sont déjà là. Surtout sur un roman comme Petiot, c'était vital, parce que Petiot, c'est un roman très simple narrativement. Le roman commence quasiment au bout de la page, je sais pas, 20 ou 30, la prise d'otage commence. Donc après, c'est pas un huis clos, parce que ça circule un peu autour, on va avec les flics, on va avec la famille, etc. Mais quand même, tout se passe dans l'hôtel, ça se passe en 24 heures, une fois que la prise d'otage a commencé. Donc en fait, structurellement, c'est pas un roman très compliqué, c'est comment maintenant la mécanique s'embraye et se dégrippe. Donc si j'ai pas des personnages intéressants, je suis vite dans du creux. Je suis dans quelque chose de... ça n'a plus...
ou alors on fait que du visuel et que du spectaculaire, c'est pas l'idée. Sinon, vraiment ce qui m'intéresse, c'est quelle est la mécanique humaine, émotionnelle là-dedans. Donc la première chose que j'ai faite dans Peut-être, c'est dresser un portrait de chacun, enfin vraiment caster mes personnages. Et puis il fallait qu'ils soient tous différents dans leur typologie, dans l'univers social d'où ils venaient, dans leur trajectoire individuelle, pour pas que ça se répète, pour pas que ce soit monotone, et pour que tout ça, surtout, ça se réponde. C'est ça qui m'intéresse le plus, c'est de mettre des personnages qui n'ont rien à voir ensemble, et les mettre dans la même pièce, et de dire, bon, bah, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, Peut-être, là, je le fais pas comme ça à chaque roman, mais j'avais fait la fiche signalétique de chacun des personnages. J'ai ensuite écrit l'histoire de chacun des personnages à travers son chapitre, que j'avais de côté, et que je me dis j'insérerai à un moment dans le roman. Mais du coup, quand je commence Peut-être, je sais très bien, Gus, quand il va braquer l'hôtel, qui va y avoir dans les chambres. Je ne sais pas exactement comment après, parce que je fais un plan, mais je ne fais pas un plan très précis, parce que je laisse quand même les personnages guider l'histoire, parce que je me dis, comment ils vont s'entraîner, parce que moi ce que j'aime, c'est quand la machine s'emballe, et quand justement les personnages n'ont plus... c'est comme le boule de billard sur la table d'hiver. Et typiquement, Gus, il n'est pas en train de dire je maîtrise parfaitement la situation, je suis un mastermind, j'avais tout prévu. Il n'a rien prévu, il arrive avec son flingue et il dit bon ben voilà, c'est fait. Maintenant, en fait, ça c'est le début. Maintenant, évidemment, c'est... Tu as le Rambo qui arrive, le Rambo qui est, je veux dire, psychologiquement, c'est une assistante sociale, Mia. Oui, c'est ça. Sinon, elle est crainte par son équipe, c'est une femme qui dirige tout son service d'une façon extraordinaire, mais elle vient et elle est à l'écoute. Ben ça, c'est vraiment la fonction du négociateur. Hein, voilà. De ce que j'ai vu, c'est qu'effectivement, dans les cas des prises d'otages, la dernière chose à faire, c'est d'utiliser, je parle une fois pas de prise d'otages violente, hein, type ce qu'on a pu vivre avec les actes terroristes, mais dans les prises d'otages de gens désespérés qui n'ont pas forcément velléité à blesser quelqu'un, on rentre dans la négociation. La négociation, c'est psychologique, c'est rentrer dans la tête du preneur d'otage, essayer de comprendre ses revendications et essayer de faire dépressuriser à la cocotte minute pour que tout se règle sans heurts et sans blesser. Et j'avais demandé à un ami de la police qui m'avait dit cette phrase géniale. Il m'avait dit en fait, en cas de prise d'otage, il y a urgence à pas intervenir. Et ça a été ça a été ma bible parce que je m'étais dit mais c'est un peu emmerdant d'écrire un roman sur une prise d'otage aujourd'hui, parce que justement après ce qui s'est passé à Paris et Bataclan et compagnie, je me suis dit en fait le GIGN, le RAID, c'est torché en 20 minutes en fait. Et en fait non, toujours pas. C'est-à-dire que parce que l'idée c'est que s'il y a un assaut, il y a des risques de blesser des innocents. Donc il faut être dans la psychologie, il faut réussir à désamorcer, non pas la bombe, mais il faut désamorcer le preneur d'otage. Donc, et c'est pour ça que mon preneur d'otage, c'est extrêmement important que ce soit quelqu'un de très complexe psychologiquement, pour lequel on ait de l'empathie, qu'il ne soit pas un fou furieux, qu'il soit juste là. Parce que là, effectivement, ça n'a aucun intérêt. Mais si c'est quelqu'un à qui on peut s'identifier, d'un coup, c'est juste quelqu'un qui a dérapé. Et sauf qu'il a dérapé trop fort, il s'est mis dans une situation qui est impossible. Et l'engrenage, la locomotive est partie, il n'y a plus de frein, et Mia, elle essaye de moi, j'ai utilisé tantôt le mot Rambo pour Mia, parce que quand elle arrive, elle n'est pas décrite, mais il y a une chape de plomb qui tombe parce qu'elle arrive et elle commence. Je veux dire, elle a, par sa prestance sûrement, ou bien par une aura qui se dégage d'elle, il y a tout qui s'aplanit, tout qui se calme, et la communication se fait. Ouais. C'est un terrible personnage, Mia. Ouais, je trouve que c'est un terrible personnage dans l'ouvrage. Elle ne va jamais s'énerver. Ouais, elle s'énerve, mais rarement. Peut-être à la maison. Ouais, c'est ça, pour des trucs pas importants, parce que c'est là où elle dépressurise. Mais non, son rôle, c'est vraiment l'écoute, la psychologie, et d'essayer de trouver l'humain derrière c'est trouver dans la faille le côté lumineux, et effectivement là avec Gus en plus c'est un fou, mais c'est pas un furieux justement, enfin c'est juste un désespéré, et donc elle voit tout le côté humain, elle le comprend assez vite. Elle voit aussi le côté idiot du personnage, donc qui n'est pas évident, parce qu'elle se dit quand même c'est
moins c'est réfléchi, plus c'est difficile derrière de remettre un peu de raison dans tout ça. Mais il y a assez vite, en fait, il y a de l'empathie, il y a de la... Il y a de, ouais, il y a de l'émotion qui naît entre les deux personnages. C'était un peu la même mécanique que j'avais développée dans Mamie Luger sur l'inspecteur Ventura qui se retrouve avec cette centenaire qui dit bah ouais, effectivement, j'ai tué beaucoup d'hommes, mais il a fallu me défendre. Voilà. Et d'un coup, ça désarçonne ces personnes qui ont l'habitude d'être d'un côté de la loi où les choses semblent très claires et très rigides. Et en fait, non, parce qu'il y a beaucoup de cas particuliers de gens qui font avec les moyens qu'ils ont et face à des injustices. Dans le cas de Berthe, c'était des vraies injustices. Dans le cas de Gus, non, il a vraiment merdé, il a vraiment foiré sa paternité. Mais par contre, cette prise d'otage est une grande déclaration d'amour à sa fille. Voilà, c'était pas la bonne méthode. Mais papa, qu'est-ce que tu fais? C'est ça. Alors la fille, évidemment, c'est un être qui est déchiré, papa d'un côté, maman de l'autre. Parle-nous un petit peu comment elle va vivre cette émotion. Émilie, c'est une gamine de 14 ans aujourd'hui, donc déjà c'est une gamine de 14 ans, donc on sait que c'est pas simple. Qui a son smartphone en main. Elle a son smartphone en main, forcément elle est connectée à tous les réseaux, elle est dans la crise d'adolescence qui est somme toute classique, mais en plus c'est la fille d'un couple qui s'est déchiré et d'un père qui n'a jamais été là pour elle. Rien de dramatique, il n'a pas été ni violent ni quoi que ce soit, il a juste jamais été là, il n'a jamais assuré, donc elle a un rapport à son père très distant et pas très intéressée par lui. Et d'un coup, elle se retrouve, suite au divorce de ses parents, et suite à ce qu'elle ne sait pas, à la décision de la juge des affaires familiales de retirer la garde de Gus d'Émilie. Donc, Gus organise ce stratagème de demander à la mère de dire à Émilie, dis-lui de venir à l'hôtel et je lui filerai la pension alimentaire en main propre. En fait, c'était une façon de la prendre en otage avec les autres otages pour pouvoir partir avec elle pour le Venezuela. Donc c'est encore un stratagème complètement foireux de dire, mais comme ça tu vas voir que je t'aime puisque je t'offre de reconstruire notre famille au Venezuela. Et sa gamine, elle tombe des nues en disant, mais t'es complètement fou, parce qu'il est effectivement complètement fou. Et donc elle découvre un peu tout ça, effectivement, la scène là, qui a été très jubilatoire à écrire, où elle tombe sur son père dans le couloir de l'hôtel avec une kalachnikov à la main en train de faire les chambres pour essayer de choper les otages. Elle dit, mais papa, t'es djihadiste, qu'est-ce qui s'est passé quoi? Et elle hallucine complètement, sauf qu'elle voit pas, elle ne se sent jamais en danger, parce que son père n'est absolument pas violent, donc elle n'est pas en train de se dire, mon père va me faire du mal, elle est en train de se dire, mais papa, t'es complètement fou, quoi, qu'est-ce que tu fais? Et donc là, c'est une engueulade domestique très classique, sauf qu'au milieu, il y a une kalachnikov, et là, ça devient... On tranquillise nos auditeurs, nous ne sommes qu'à la page 23. Oui, ça, après... On n'est qu'à la page 23. Donc c'est te dire un petit peu, dès le départ... C'est un festival de... Dès le départ, tu as justement cette mise en place des choses, c'est comme dans un restaurant presque. La mise en place, tout est mis, tout est bien expliqué, ils sont bien structurés. Je veux dire que tu as eu beaucoup de plaisir. Ouais, oui, parce qu'après... Après, c'est comme une grande soirée qui dégénère, où tous les... On a invité, les invités ont été triés sur le volet. Voilà. Je sais que j'ai pris que des personnalités. Je me dis, là, le dîner, il va pas être piqué des hannetons. Je vais mettre quelques sujets bien rigolos sur la table et je vais les écouter parler. Sauf que là, je les écoute pas parler. C'est la version plus, quoi. Et avec des personnages aussi complexes et aussi riches dans leurs histoires, c'est évident qu'une fois qu'on les met dans la pièce et qu'à chaque fois qu'il y a une problématique, elle entre en résonance avec chacun de leurs personnalités. On va jamais vers une décision unanime, on va jamais vers une réaction uniforme. Donc il y a un personnage qui systématiquement va faire pencher la balance à un endroit ou à un autre, et puis au fur et à mesure c'est une sorte de tourbillon. Donc selon les scènes, je vais mettre un personnage plus au devant que l'autre, sachant que dans mon fameux plan, effectivement, il y avait... Chacun avait donc sa courbe de résolution que je devais atteindre. Donc, c'est vrai qu'ils sont tous sympas entre eux, parce qu'à un moment donné, je pense qu'il va même déposer son fusil. Les autres pourraient foncer dessus, non? Ils comprennent un petit peu ses revendications. Alors oui et non, parce qu'il y en a qui se rebellent. Ah, oui. Il y a des moments où il y a des vraies possibilités. D'ailleurs, je ne vais pas vendre, je ne vais pas spoiler, mais il y a des moments où il y a des vraies rébellions et des rébellions armées de certains de ces otages. Parce que finalement, une fois de plus, à part la police qui sait ce qu'elle fait, oui, au milieu, personne, enfin, et le marchand d'armes, au milieu, personne ne maîtrise la situation. Donc chacun se dit,
est-ce que je fais profil bas, est-ce qu'effectivement il va y avoir un assaut dans une demi-heure, on va tous mourir, est-ce que je dois réagir, et ça crée des réactions très humaines, et ces réactions très humaines, et souvent maladroites, créent un effet domino. Ce n'est que, le roman n'est qu'une succession d'effets dominos. Alors il y a un personnage truculent, mais là je ne vais pas le citer, mais qui arrive en fin de enfin, aux trois quarts du récit. Mais mon fils. Ah oui. Alors là j'ai arrêté, enfin j'ai lu, puis j'ai interrompu, et j'ai dit mais écoute une fois ça. C'est 2 pages de rigolade. Hein. Ouais. C'est du pagnol ça. Hein. Ouais, alors c'est effectivement quand on écrit un roman, enfin moi quand j'écris un roman, je me dis toujours bon. Alors le dialogue il est somptueux là. Quel autre personnage, effectivement, je me dis un mec désespéré qui prend un hôtel en otage, et il y a toutes les télés du monde qui sont braquées sur lui, il y a tous les médias, les réseaux sociaux du monde qui sont braqués sur lui, qu'est-ce qui peut lui arriver de plus improbable et humiliant? Mais c'est que sa mère débarque pour l'engueuler, quoi. Et effectivement, là j'ai invité la maman, et effectivement là c'est du gag ça. C'est que du gag, là c'est que de la... Ça fait pas avancer l'histoire, c'est juste de l'humain, c'est qu'est-ce qui se passe quand une mère... Voilà. Une mère un peu étouffante, un peu culpabilisatrice. Elle va sidérer tout le monde. Ouais, Hein. c'est ça. Et là, effectivement, pour moi, c'est très Marthe Villalonga. On est vraiment... Tout à fait. Mais c'est marrant que dans l'écriture, tu rattaches ça toujours à des personnages que tu nous cites, et c'est vrai, on voit les personnages. Ouais, moi j'invite, pour moi c'est une fois de plus, quand je dis le terme casting, c'est vraiment ça, je peux inviter soit des acteurs, soit des personnages, soit des gens de la vie réelle dans mon monde, et de me dire, à partir de là, j'ai déjà une image, j'ai une personnalité, et je leur fais dire ce qui moi m'intéresse. Alors je vais pas prendre, je sais pas, un personnage, je vais pas prendre Charles de Gaulle, lui faire n'importe quoi, c'est pas l'idée, mais par contre dire, tiens, je prends Marthe Villalonga, et en fait c'est la mère de Gus, et elle débarque pendant la prise d'otage, j'ai déjà mon personnage, j'ai son ton, j'ai sa voix, et après, par contre, je lui donne mes mots. Donc selon, ouais, alors des fois ça va être des personnages qui sont déjà très définis, des fois ça va être des choses plus abstraites, mais selon, effectivement, c'est assez amusant pour moi d'utiliser des sauces comme ça, ou des fois ça va être, je vais mélanger plein de références différentes sur un seul personnage. Tu te trimbales un sac à surprise avec toi alors. Ouais, c'est ça. Après, c'est ma boîte à malice de faiseur. Hein. C'était Stephen King qui disait ça dans son roman qui s'appelle L'écriture, sur sa méthode d'écriture. Et lui, il parlait de boîte à outils. Et je trouvais que ça serait très bien, parce que finalement, on est des artisans, quoi. On a effectivement un moment, le matin, quand on commence à écrire, on étale nos outils, nos machins, et on dit, effectivement, mon personnage, comment... et c'est avec des pinceaux, des couleurs, on construit. Moi, j'utilise souvent l'analogie de la cuisine. Il y a 1000 façons de sortir des mêmes ingrédients, et ça n'aura pas la même... Solitaire dans l'écriture, ou bien tu partages au cours de l'écriture déjà avec l'un ou l'autre? Non, en scénario, je collabore souvent. En écriture roman, je collabore beaucoup évidemment avec mon éditeur, Aurélien Masson. Mais une fois que la première... Enfin, moi, je lui pitch l'histoire, je raconte, je dis voilà, en gros, ça va parler de ça. Il me dit ah bah ouais super vas-y, ou des fois il me dit ouais t'es sûr, donc des fois j'ai des idées qui finalement l'enthousiasment pas, je me dis peut-être qu'il a raison, donc je le ferai soit une autre fois, ou soit je lâche l'idée. Mais une fois que je pars, là peut-être j'avais raconté, je dis voilà ça va être la prise d'otage, je fais le pitch, je raconte la 4e de couve quelque part, et après moi je fais ma première version qui est le plus gros du travail, et une fois qu'on a tout ça, on retravaille ensemble, on refait il challenge le texte. Des fois ça va être sur la structure, c'est arrivé sur Joueuse, sur Précédent, des fois ça va être sur la... Il y a un bel équilibre entre justement la narration et la conversation. Oui, ouais. J'ai bien aimé. Hein. Très... Ça, tout est une question d'équilibre dans le roman. Il faut que ça ait le bon rythme, il faut que ça ait le bon équilibre dans les ingrédients entre effectivement l'humour, la tension, l'émotion. Enfin, tout est une question d'équilibre. Si on va trop loin dans chacun, si chaque aspect plombe l'autre, on perd cette fluidité. Donc c'est une musique. Hein. Tout à fait. C'est comme tout. Si on fait un solo de 10 minutes au milieu d'un morceau, on va dire le solo il était cool, au bout d'une minute j'ai un peu décroché, quoi. Et dire qu'il est chez les libraires, dans les cartons, pas encore ouverts,
Donc ils vont avoir une merveilleuse surprise vers le 12, je pense qu'il C'est sera. ça, le roman sort le 12, donc on commence à... Il y en a qui l'ont ouvert, il y en a qui l'ont reçu, on peut le lire, D'accord. il n'est pas encore... alors s'il y a une avant-première quand même publique qui est du polar le mois dernier. Donc oui, moi je commence déjà à avoir des retours, donc quelques retours libraires, presse, et lectrices, lecteurs, et pour l'instant c'est très positif, donc je suis très content. Mhm. Donc ici, tu reviens en Belgique à oui, je pense, fin du mois. Oui, oui, je reviens à Huy. Oui, Il y a un je suis festival, avec. festival du livre noir à Huy, c'est le 21 D'accord. mai. Donc voilà, je reviens en Belgique à ce moment-là et puis je continue à faire un petit peu de promotion, effectivement. Dans le fauteuil, ici, est déjà venu Max Velleguer, est déjà venu Yann Manouk, est déjà venu un Belge, Patrick Delperdange. Je n'ai pas tellement d'écrivains du polar. Bah pourtant, Patrick Delperdange, par exemple, il a fait un polar pour Equinox, donc avec Aurélien Masson. Il en a même fait deux, je crois, trois, je sais plus combien il en est. Mais Patrick, il est sur plein de supports, enfin, il est sur plein de genres différents aussi, parce qu'il travaille aussi, il fait de la jeunesse. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Donc, je dois dire, voilà, c'est encore une belle découverte aujourd'hui. Bah ouais, en tout cas, je suis content que tu me découvres. J'espère que ça te donne Tout à fait, envie, oui, ça je veux dire, on va bien en parler, on va bien... Déjà, le petit speech qu'on vient d'avoir ici va nous aider un petit peu à attiser la curiosité de nos spectateurs, de nos auditeurs. Je souhaite plein de succès. Hein. Je pense qu'il va venir très rapidement. Bah, on espère, en tout cas, on a eu un très beau succès déjà avec Mamie Luger, et c'est vrai que je pense que ceux qui ont aimé Mamie Luger retrouveront complètement un univers. Tiens, mais c'est amusant, je fais toujours la remarque, on fait référence au titre qui a été un succès, on devrait plus insister sur Benoît Philippon. Oui, alors parce que peut-être pour l'instant, je suis pas encore. Mamie Luger, Berthe est plus connu que Benoît Philippon et suscite surtout. Parce que tu n'as pas encore lu Mamie Luger, mais quand tu diras Mamie Luger et je te dirai Berthe, tu auras ce sourire parce Berthe a un truc très très fort qui a suscité beaucoup de réjouissance dans le cœur de ceux qui l'ont rencontré. Donc je préfère parler d'elle que de moi, finalement. Moi je suis dans l'ombre de mes personnages. Dans l'ombre de tes personnages. C'est un petit peu comme Yann Manouk aussi, mais qui lui a un nom d'artiste, même un second nom, Roy Braverman. Donc il a un deuxième nom, je pense qu'il en a encore un troisième. Mais Patrick reste toujours en arrière de tout. Ouais, mais voilà, c'est une façon de s'amuser aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis nous, on est... ouais, c'est des métiers, c'est des métiers schizophrènes parce que... Ah oui, tout à fait. On n'est pas nos personnages tout en étant eux, donc c'est très bizarre. Et de la même façon qu'on a l'impression d'enfanter, chaque roman, c'est une sorte de bébé d'enfant qui va prendre son envol. Donc tout ça nous met dans des tripes psychanalytiques. Voilà. Eh bien, je pense que ton attaché de presse va bientôt venir te récupérer, ainsi que ton éditeur. Oui, ils sont pas loin. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir... Bon après-midi et à ce soir. À ce soir. Absolument. Oui. Merci d'être venu. Merci.